Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story tous les jours, 3 heures de discussion, 3 heures de débat et plus que jamais nous sommes au cœur de l'actualité politique puisqu'on a lancé cette semaine une semaine spéciale, la France en crise. On va la continuer avec notre invité. RMC, face aux grandes gueules. Face au GG Charles Consigny, Flora Gebali et Abel Boilly, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, parlez pas trop vite. Merci pour votre invitation. C'est pas exclu donc. On va tout faire pour y arriver. François Bayrou vous a tendu la main ce matin sur RMC et BFM TV puisqu'il propose de revoir l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. Vous saisissez cette main ? L'aide médicale d'État, c'est la gratuité totale des soins pour les étrangers qui sont en situation irrégulière. Ça coûte un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Et ce panier choque beaucoup de Français à l'heure où un retraité sur 3 renonce à se soigner parce que le reste à charge est devenu aujourd'hui exorbitant et trop important. C'est une revendication de longue date du Rassemblement national et François Bayrou propose à quelques jours d'une chute probable de son gouvernement sans doute d'acheter une forme de mansuétude à l'égard du Rassemblement national, mais je ne suis pas dupe, les électeurs non plus. J'ai cru voir que dans cette restriction annoncée dans les prochains jours de ce panier de l'AME, il y aurait la suppression de la rééducation par balnéothérapie. Oui. Bon, il reste encore beaucoup de donné. soins, si vous me le permettez, à supprimer avant d'arriver à un sentiment de justice chez des millions de gens. Donc on voit bien là que tout ça est fait pour se moquer du monde et que dans quelques jours, François Bayrou va très certainement devoir quitter son poste et que les Français en ont marre de cette politique qui est menée depuis 2017, qui se ressemble Premier ministre après Premier ministre. Et je l'ai dit, je pense que rien de sain et rien de stable ne peut émerger dans cette situation et que, me semble-t-il, la seule situation pour permettre au pays de retrouver une majorité solide et donc un cap clair à l'Assemblée nationale, c'est évidemment de revenir devant les Français, soit par l'intermédiaire d'une dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment par une nouvelle élection présidentielle. On va y revenir, mais vous allez faire tomber François Bayrou et le prochain Premier ministre sera sans doute socialiste ou venu de la gauche. C'est en tout cas le souhait maintenant d'Emmanuel Macron. Oui, mais je pense que le macronisme, c'est le socialisme en pire. Et quand un gouvernement propose, c'est très amusant d'ailleurs qu'il prenne en son sein... Olivier Faure, c'est pas pire que François Bayrou dans votre état d'esprit ? Monsieur Bayrou reprend une grande partie des mesures du Parti socialiste. C'est-à-dire, quand on propose un budget qui fait 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en plus, quand Monsieur Barnier, l'année dernière, et c'est la raison pour laquelle nous l'avions censuré, envisageait d'augmenter les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros, que dans le même temps, on aggrave la dépense publique de 30 milliards d'euros et qu'on ne remet pas le pays sur le chemin de la croissance et de la production, condamnant ainsi le pays à faire de l'austérité budgétaire auprès de la France du travail, c'est-à-dire à aller taper au portefeuille les Français qui bossent, les Français qui se lèvent tôt et les Français qui travaillent, eh bien, je considère effectivement que Monsieur Bayrou se rend comptable d'une politique budgétaire qui est socialiste, à l'heure, et c'est un peu l'inquiétude qu'ont beaucoup de nos compatriotes, où on demande des efforts toujours aux mêmes quand les économies dans la mauvaise dépense publique ne sont pas faites. Et d'ailleurs, c'est un peu le sens de l'échange qu'on a eu hier avec le Premier ministre. Comment expliquer aux Français qu'on se serre la ceinture quand de l'autre côté, on augmente par exemple la contribution de la France au budget de l'Union européenne de 5 à 7 milliards d'euros par an, quand des grandes économies de la zone euro comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas ont obtenu des rabais? Comment est-ce que vous expliquez aux Français qu'on offre par exemple la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière, qu'il n'y a aucune conditionnalité pour bénéficier des allocations familiales, alors que c'est pourtant un critère dans beaucoup de pays européens, ça interroge beaucoup de nos compatriotes. Mais si vous étiez aux affaires, dans votre budget, il n'y aurait aucune augmentation d'impôts. Non. Et nous proposons... Même sur les plus riches. Vous pouvez. Mais lorsqu'ils partiront, vous aurez pu énormément de rentrées fiscales. Donc, nous souhaitons transformer l'impôt sur la fortune immobilière en un impôt sur la fortune financière, mais je veux dire, la logique qui consiste dans un pays qui a 46% de prélèvements obligatoires, qui a besoin de respirer, qui a besoin de plus de liberté pour nos chefs d'entreprise, qui a besoin d'une augmentation des salaires pour les Français de la classe populaire et de la classe moyenne. De ceux qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, par exemple, la taxe Zuckman, qui consisterait à prélever 2% sur ces 100 millions d'euros, vous êtes contre? Alors la taxe Zuckman, je pense qu'il n'y a pas d'argent magique, et les prévisions qui sont faites par M. Zuckman, à savoir un prélèvement annuel de 15 milliards d'euros, m'apparaît très largement au-dessus de la réalité du pays. Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer une nouvelle taxe. Il y a besoin d'alléger la fiscalité sur les Français qui bossent. Il y a besoin d'alléger la fiscalité et ce que j'ai appelé, moi, l'impôt de papier, c'est-à-dire les normes sur les entreprises et sur la France du travail, parce que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui lorsqu'ils ont un contact avec l'État, c'est uniquement pour des problèmes, jamais pour des solutions. C'est pour de la paperasse, c'est pour des formulaires, c'est pour des démarches qui sont extrêmement lentes. Donc, je ne crois pas que le socialisme soit la bonne réponse aux problèmes du pays. Je crois qu'au contraire, il faut faire confiance aux Français qui travaillent, il faut faire confiance à nos industriels, il faut faire confiance à nos chefs d'entreprise, à nos artisans, à nos commerçants, parce que je veux dire, si on veut affronter le mur de la dette, il faut effectivement faire la chasse à la mauvaise dépense publique. Et nous proposons un plan d'économie de 100 milliards d'euros en 5 ans. Nous proposons de lutter contre les gaspillages d'argent public, la contribution de la France au budget de l'Union européenne, l'immigration, la fraude sociale, le coût des éoliennes, les subventions aux panneaux solaires chinois, tout un tas d'économies, notamment dans le train de vie de l'État, parce que on parle beaucoup des Français qui se serrent la ceinture, mais on ne parle pas suffisamment de la nécessité de réduire le train de vie de l'État quand on voit que l'État, année après année, augmente son train de vie. Et je ne parle pas uniquement des élus, je parle aussi de ces innombrables, de ces 1900 agences d'État qui ont été pointées par un rapport du Sénat, qui coûtent beaucoup d'argent. Donc je pense qu'en se mettant autour de la table, on peut dégager des économies dans la mauvaise dépense publique, mais pour affronter le mur de la dette, il faut évidemment recréer de la croissance, déverrouiller les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la production et remettre le pays sur le chemin de la prospérité. Juste un petit mot, parce que vous avez rencontré François Bayrou hier. Il est déjà dans le coup d'après, il est déjà parti, selon vous, François Bayrou? C'était lunaire. D'abord, chaque fois que la République nous convoque, on répond à son appel et on se rend évidemment toujours volontiers pour... on a le premier groupe à l'Assemblée nationale, la troisième force du Parlement européen, donc il est normal qu'on accepte de dialoguer avec le Premier ministre, mais ça ne nous a pas fait changer d'avis, parce que peu importe le figurant, et encore une fois, moi j'ai du respect personnel pour mes adversaires, je respecte la fonction de Premier ministre, mais je veux dire, peu importe le figurant. La question, c'est la politique qu'on mène. Et quand on regarde le vote des dernières élections européennes et des dernières élections législatives, il y a beaucoup de Français, il y a une majorité de Français qui ne souhaitent plus voir la politique d'Emmanuel Macron se poursuivre. D'ailleurs, François Bayrou vous reçoit, mais au même moment, Emmanuel Macron à l'Élysée dit que vous ne faites pas partie de l'arc républicain. Et il dit on ne peut pas négocier avec vous. C'est donc quoi on a du mal à comprendre les moi, je me rappelle exécutifs. Emmanuel Macron, lors des dernières élections législatives, il a retiré ses candidats pour faire élire une quarantaine de députés du nouveau Front populaire, qu'il qualifiait, s'agissant de la France insoumise quelques semaines auparavant, de forces politiques qui alimentaient le communautarisme et qui soufflaient sur les braises de l'antisémitisme dans notre pays. Donc moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de gens qui font alliance avec l'extrême gauche, qui proposent le programme le plus dépensier de toute l'histoire de la Ve République, qui alimentent le communautarisme et qui jouent de l'ambiguïté à l'égard de la lutte contre l'islamisme. Charles Consigny. Vous tenez aux Français un discours rassurant et vous positionnez toujours en vous mettant du côté des Français contre un gouvernement et une classe politique supposément c'est sympathique, j'attends la suite. Criminel. Non, mais vous faites ça. Moi, je vois deux limites à ça. D'abord, je ne vois pas en quoi votre programme à vous va nous sortir de l'ornière. C'est un programme qui reste sur les questions économiques et sociales d'inspiration tout à fait socialiste. Puisque vous êtes pour, et ça n'a pas changé, j'ai vérifié sur votre site internet, la retraite à 62 ans, ce qui veut dire fatalement et mécaniquement des bas salaires, parce qu'il faut ponctionner les salaires en charge pour financer cette retraite à 62 ans, et vous êtes contre la réduction du nombre de fonctionnaires. Marine Le Pen, que vous n'avez pas encore grand remplacé, mais peut-être que c'est une question de temps, a expliqué que réduire le nombre de fonctionnaires, c'était un truc de droite. Donc, je ne vois pas en quoi vous seriez à même, là, de nous sortir de nos difficultés budgétaires, parce que vous ne voulez pas faire les économies nécessaires. Et deuxièmement, je trouve que votre posture... Moi, je ne suis pas fan de Bayrou. Je constate, comme vous, qu'il met la charrue avant les bœufs. On ne comprend pas son histoire de vote de confiance, etc. Mais vous avez été, il n'y a pas très longtemps, au MEDEF. Vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises françaises, le monde économique, il n'a pas envie de cette censure. C'est-à-dire que ce dont vous avez envie pour un intérêt qu'on comprend en fait assez politicien, pour le succès de votre parti et pas forcément pour le succès de la France, eh bien le monde économique n'en veut pas. Et d'ailleurs, j'ai lu là à l'instant que le MEDEF prépare une tribune pour appeler tout le monde à la raison, appeler les forces politiques à la raison et ne pas faire tomber le gouvernement Bayrou. Donc voilà, moi je me demande si vous n'êtes pas dans une démarche très politicienne et si l'intérêt supérieur de la France ne passe pas après l'intérêt du Rassemblement national. Alors, il y a plusieurs points dans votre parole et je vais essayer d'y répondre point par point et sans langue de bois. D'abord sur la stabilité.
Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des inquiétudes aujourd'hui dans ce qu'on appelle les milieux économiques, c'est-à-dire d'abord chez les Français qui travaillent, qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés dans les prochains jours, et évidemment à l'égard des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Moi, ce que j'ai souhaité dire, puisque vous mentionniez les rentrées des entreprises de France au MEDEF, à nos chefs d'entreprise, c'est que... Vous leur avez écrit, les chefs d'entreprise. Je leur ai adressé un courrier parce que moi, je ne supporte pas ce chantage, si vous voulez, à l'instabilité. Nous, on a toujours été responsables. Ça fait 2 fois que vous faites tomber un gouvernement quand même. Parce que le premier gouvernement, celui de M. Barnier, prévoyait d'augmenter les prélèvements obligatoires de 40 milliards d'euros. Il avait fait beaucoup de Est-ce que, dans la situation actuelle du pays, dans la situation actuelle d'incertitude de l'entreprise française, il est bon pour nos entreprises de voir les prélèvements obligatoires augmenter de 40 milliards. Je considère que c'est cela l'instabilité. Oui, mais ce n'était pas sur les entreprises. Est-ce que, à l'issue de la première censure, lorsque M. Bayrou est arrivé, est-ce que nous n'avons pas fait preuve de responsabilité en laissant à M. Bayrou l'occasion et l'opportunité de faire œuvre de son savoir et lui laisser sa chance? Nous avons été responsables dans cette période-là. Mais je considère aujourd'hui, dans la situation actuelle du pays, que nous ne pouvons pas nous permettre 20 milliards d'euros. Que chefs d'entreprise pour les rassurer? Je dis aux chefs d'entreprise. On a beaucoup de chefs d'entreprise inquiets de la situation en disant c'est pas bon pour les affaires. Ce qu'on lit dans la presse, c'est que vous avez l'intention de faire tomber tous les gouvernements en réalité pour pousser Emmanuel Macron soit une nouvelle dissolution, soit une démission. Donc, pardon, vous faites un courrier aux chefs d'entreprise, mais en fait, vous les mettez dans une situation très compliquée. Et on sait que l'économie française, c'est votre intention, est assez gravement fragilisée par cette instabilité. Non, mais attendez, soyons. Non, mais est-ce que c'est la stratégie de faire tomber tous les je vais vous gouvernements répondre. pour pousser Soyons Emmanuel honnêtes. Macron à démission? Vous ne pouvez pas me reprocher, compte tenu de la campagne électorale des élections législatives qui s'est tenue à l'été dernier, d'avoir une responsabilité dans l'impasse et dans l'incertitude dans laquelle est le pays aujourd'hui. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'accord, et encore une fois, on ne va pas faire de politique politicienne, mais s'il n'y avait pas eu d'accord au second tour entre l'extrême gauche et la Macronie, nous aurions eu une majorité pour mettre en œuvre un projet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas le sujet. Mais ce qui est socialiste, c'est de faire 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Ce qui est socialiste, c'est l'avalanche de normes. 62 ans, hein. Ce qui est socialiste, et si vous ne réduisez pas le nombre de fonctionnaires, vous devrez faire les mêmes impôts. Mais on va parler du nombre de fonctionnaires, j'ai pas de tabou. Ce qui est socialiste, c'est l'avalanche de normes. C'est les 28 000 nouveaux textes réglementaires qui ont été pondus par la Commission européenne depuis 15 ans et qui fait qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il passe la moitié de sa semaine dans son bureau et l'autre moitié de sa semaine sur le terrain. C'est ça qui est socialiste. Il n'y a pas eu de politique de l'offre. C'est ce que j'ai dit devant le MEDEF. On ne peut pas dire qu'il y a une politique de l'offre quand on supprime une partie des impôts de production et quand, de l'autre, on a une avalanche de normes qui nous coûte 4% du PIB et 60 milliards d'euros. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Que dites-vous au chef d'entreprise? Mais je suis en train de vous répondre. Que je dis au chef d'entreprise? Le chef d'entreprise qui est inquiet parce que s'il dit ça y est, on va rentrer dans une période politique très instable, peut-être une dissolution, c'est pas bon pour les affaires, tout simplement. Ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est que, et c'est pas une façon de me laver les mains, c'est que, le Rassemblement national n'a pas la responsabilité du blocage dans lequel se trouve le pays. C'est que, et je tiens aux chefs d'entreprise un discours de vérité, je ne vois pas d'issue dans la situation actuelle de l'Assemblée nationale. Alors, quel que soit et je dis troisièmement à un chef d'entreprise que si on veut une majorité stable, si on veut de la lisibilité sur 5 ans, si on veut remettre le pays sur le chemin de la croissance et de la production, il faut qu'il y ait une cohérence entre le vote des Français, entre l'expression d'une majorité de Français et la représentation de l'Assemblée nationale. D'accord, mais vous êtes sûr d'avoir une majorité absolue? Non, je ne suis pas sûr. En cas de dissolution? Je ne suis pas sûr puisque je ne connais pas le résultat des élections, donc par définition, je ne connais même pas la date. Mais je viens dire à nos compatriotes que l'hyperfiscalité, c'est pas une fatalité. Que l'avalanche de normes, c'est pas une fatalité. Oui, mais là, il n'y a pas d'hyperfiscalité. Le prix de l'électricité, qu'un prix de l'énergie qui est 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis et qui condamne aujourd'hui l'industrie, mais qui condamne aussi nos petits commerçants, nos artisans, c'est la conséquence de notre soumission aux règles européennes de fixation des prix. Donc, moi, si vous voulez, M. Conseiller, j'essaie d'apporter des réponses. Mais je ne suis pas Premier ministre aujourd'hui et je n'ai pas de responsabilité dans la situation d'impasse dans laquelle nous ont plongé nos opposants politiques. Et on peut parler des fonctionnaires. Le budget. Attendez, parce que les fonctionnaires, il faut qu'ils répondent. Je considère qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux et qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires sur le terrain. La priorité, me semble-t-il, est d'alléger la bureaucratie d'État dans les 1900 agences gouvernementales. Donc, par définition, lorsque nous abaissons la bureaucratie d'État dans ces agences gouvernementales qui, bien souvent, servent à recaser les copains, à faire du clientélisme électoral, et ça a été pointé par un rapport du Sénat, et dont l'utilité et le coût est plus que discutable, eh bien, évidemment que nous allons réduire la masse d'agents publics. Donc, vous voulez réduire le nombre de fonctionnaires? De facto, quand mais c'est pas ce que dit Marine Le Pen. Mais ça n'est pas vrai.
Ah, Je veux dire, écoutez, on a l'interview. Elle dit non, ça c'est des trucs de droite. mais parce que on agite ça comme un réflexe. Je pense qu'il ne faut pas opposer d'abord les Français les uns aux autres. On a un million de qu'on a fonctionnaires besoin, de plus qu'en on a Allemagne. besoin de soignants, on a besoin de policiers, on a besoin de personnel dans la justice, on a besoin de personnel dans les services publics de terrain. Mais il y a aujourd'hui une inflation de la masse salariale de l'État, notamment dans les bureaux. Vous n'êtes pas qui fait d'accord que- avec Marine Mais Le bien Pen. sûr C'est que pas nous sommes. grave. Non mais la suppression des agences, Monsieur Consigny. Vous êtes plus C'est libéral dans son programme. qu'elle. Vous êtes plus libéral qu'elle. Mais je pense qu'il faut sortir de ces vieilles étiquettes. Moi, je suis libéral, c'est convaincu pas une vieille étiquette. par Ne une faites chose pas en du économie. Macron. Moi, Pas en même temps. je suis convaincu par une chose en économie, c'est la croissance et la production. Et Est-ce je que vous pense êtes que plus si libéral on ne qu'elle remet pas. Moi, Moins étatiste. je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes Moins aujourd'hui, bobo. il faut redonner plus de liberté à nos chefs d'entreprise. Et je pense que l'entreprise est aussi, à la fois par ses travailleurs et par ses dirigeants, l'une des réponses à la Mais avec la retraite à situation 62 ans, vous exorbitante pourrez pas. de la dette dans notre pays. Parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Et donc, si on veut affronter le mur de la dette, il faut recréer de la croissance. Et pour cela, il faut effectivement remettre l'État à sa place, redonner de l'oxygène et de la liberté à nos chefs d'entreprise. Vous savez, devant le MEDEF, j'ai cité l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Après 1945, la France est à genoux, la France est exsangue. Et si 10 ans après, la France est plongée dans les 30 glorieuses et dans une croissance et dans une prospérité remarquable, c'est parce qu'il y avait non seulement une vision, une solidité institutionnelle, mais par-dessus tout une confiance à la fois dans l'ouvrier et le patron, dans le travailleur et le chef d'entreprise. Et c'est cet état d'esprit dont je viens de parler avec lequel il faut renouer. On va continuer la discussion avec le président du Rassemblement national, avec Jordan Bardella. Suite des GG dans un instant, avec les questions de Florent Guébali et d'Abel Boyer. À tout de suite. RMC, 9h, midi, les grandes gueules. C'est une annonce cash comme la somme en cash que vous allez pouvoir remporter dès maintenant. 10 000 euros plus 2025 euros par mois jusqu'à la fin de l'année. Tentez vite votre chance en envoyant le mot « rentrée » au 732-16. Voici probablement la plus grande innovation française qui a changé le monde. Des finances pro. Avec Conto, simplifiez toutes vos finances pro. Une pédale génère de l'action. Et une pédale peut aussi générer un nettoyage sans effort. Vileda Turbo tourne et sort. À chaque passage, votre serpillière est plus sèche pour un nettoyage impeccable. Turbo de Vileda. Viens Gabriel, je t'ai gardé une place. Assis-toi. Viens avec moi. Allez, viens mon Gabi, s'il te plaît. Dans les couloirs, tu m'avais dit oui. Je prends un au hasard et viens s'asseoir à côté de moi. Bon, Gabriel, viens. Monsieur. Monsieur. Ah, ouais, pourquoi pas. Oh là là, la tête de votre portière. Et juste avant le séminaire, là, c'est chaud pour vous. Bien, bien chaud. Attendez, c'est pas des mouettes, ça? Ça, par contre, c'est bien un scorpion! Ah, mais vous êtes chez Direct Assurance. Un voiturier récupère votre voiture et vous en prête une le temps des réparations. En plus, vous économisez en moyenne 340 € par an. Vous avez choisi Direct Assurance. Vous avez assuré? 8e édition du Grand Prix des maires. Maire élu, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandprixdesmaires-candidature.fr. Le problème avec les produits des marques Intermarché, c'est qu'en plus d'être pas chers, ils sont très bons. Tranquille les compotes? Oh là là, il vous en reste encore 15, ça va aller, non? Sur laposte.fr, imprimez votre étiquette d'expédition et envoyez votre Colissimo directement depuis votre boîte aux lettres. Rendez-vous dès maintenant sur laposte.fr. Rejoins Basic Fit, entraîne-toi sans limite à partir de 24,99 € par 4 semaines. Booste ton mood. Basic Fit, go for it. Nous sommes les changeurs d'histoire, les joueurs collectifs. Nous sommes les donneurs de sang.
Des curly, et c'est reparti. Si t'as pas d'amis, prends un curly. Ricoré, c'est la douceur de la chicorée, l'énergie du café, des fibres et du magnésium. Pour des matins qui changent, Ricoré, l'ami du petit déjeuner. Avec la recherche visuelle sur Le Bon Coin, il suffit d'une photo pour trouver ce qu'on cherche ou tous les articles similaires. Ouais, mais similaire, ça veut pas dire pareil, hein. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Faites des économies de génie sur vos commandes avec l'abonnement Deliveroo Plus. Profitez davantage comme les frais de livraison offerts sur vos restaurants préférés. Et en plus, l'abonnement Deliveroo Plus Argent est offert pour les membres Amazon Prime. Ah, là on est très bien. Ne vous contentez pas de serviettes hygiéniques qui ne sont pas conçues pour les fuites urinaires. Repensez votre protection. Tena Discrete Ultra. Ultra fine. Jusqu'à 12 heures au sec. Tena, dispositif médical. Gad Elmaleh est Chouchou, ce soir à 21h10 sur RMC Story, canal 23. Votre programme avec Auto IES. Véhicule neuf et 0 km à des prix qui font toute la différence. Vendredi. Spécialement, on va affronter le Nord contre le Sud. C'est extraordinaire. Vincent Lagaffe sort le grand jeu entre les Ch'tis et les Marseillais. Attention, le Nord, le Sud. 60 secondes pour recréer dans le frigo ce que vous avez vu à l'écran. On n'a pas bien vu, hein. On n'a pas bien vu, hein. Le rideau ou l'écran. Le rideau. Le rideau. RMC Story, on se moque pas du client, hein. Quel accent aura la victoire? Inédit, le Big Deal, vendredi à 21h10 sur RMC Story et RMC BFM Play. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les chichis, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, c'est le président du Rassemblement National qui est avec nous, Jordan Bardella. C'est notre semaine La France en crise, semaine qui va nous emmener donc à vendredi. Vendredi sera Manuel Bompard pour la France Insoumise. Demain, l'économiste, une légende des GG, Pascal Perry, sera avec nous avec un livre qui compile toutes les mauvaises décisions budgétaires des présidents de la Ve République. Il dit, si on en est arrivé là, il faut refaire un peu d'histoire. Pascal Perry sera avec nous demain, mais là, c'est le Jordan Bardella, le président du RN. Question de Flora Guébali, ensuite d'Abel Boilly. Flora. Alors, Jordan Bardella, vous et moi, on a le même âge. Quasiment, d'ailleurs c'est bientôt votre anniversaire. Absolument, dans une semaine, j'aurai 30 ans. Sur Internet. Et on ne peut pas ignorer votre impact sur notre génération, notamment sur les réseaux sociaux, où vous excellez, d'ailleurs bravo pour ça. Vous avez tout compris au code de TikTok, d'Instagram, etc. Ceci dit, sur la question de notre génération, la première préoccupation, c'est l'écologie. Sur les 18-35 ans, tous les sondages le montrent. Or, vous ne faites que voter contre l'écologie. Donc à Paris, votre groupe a voté en partie contre les PFAS, les seuls de l'Assemblée à avoir fait ça, pour les pesticides, pour un moratoire sur les énergies renouvelables. À Bruxelles, vous avez voté contre le fonds social qui aide les ménages à s'adapter à la transition écologique. Vous avez voté contre une taxe sur les super profits des géants du pétrole, du gaz et du charbon. En fait, vous vous bornez à mettre les propositions écologiques à la poubelle, toutes les propositions, mais vous ne proposez jamais rien sur le sujet. Il suffit de regarder votre programme aux législatives 2024. Quand il y a le mot écologie, c'est juste pour dénoncer une certaine écologie. Donc, sur la forme, vous parlez aux jeunes sur TikTok, mais sur le fond, vous votez systématiquement contre la première préoccupation des jeunes. Alors moi, je pense que le défi environnemental est à l'évidence l'un des défis les plus importants que nous allons devoir affronter au niveau français comme au niveau mondial. J'aimerais d'abord rappeler un chiffre. La moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France, un tiers de l'empreinte carbone de l'Union européenne est lié à nos importations. Par conséquent, le discours que je tenais tout à l'heure sur la nécessité de recréer les conditions favorables de la croissance, c'est aussi un moyen pour relocaliser, pour réindustrialiser. Parce que je pense que dans un monde où
où il y a 60 000 supertankers qui traversent la planète. 60 000 supertankers, c'est l'équivalent en termes de particules fines. Un supertanker, pardonnez-moi, c'est l'équivalent en termes de particules fines de l'intégralité du parc automobile français. Par conséquent, le premier geste pour l'environnement, le premier geste pour la planète ou pour l'écologie, c'est pas de subventionner des énergies intermittentes qui pas sont dans votre programme. inefficaces. C'est de recréer les conditions de la croissance, c'est de faire le patriotisme économique, et c'est de faire en sorte, par exemple, que dans les marchés publics, les entreprises françaises et les agriculteurs français soient prioritaires. Un exemple, aujourd'hui dans la restauration collective, 40% du bœuf qui est consommé est d'origine importée. Pourquoi est-ce que je suis si dur avec l'écologie punitive à Bruxelles? Parce que l'avalanche de normes et de contraintes environnementales qui s'abattent aujourd'hui sur les producteurs français et notamment sur les agriculteurs empêchent nos agriculteurs de travailler. Or, lorsque vous empêchez et je vous laisse rebondir, lorsque vous empêchez les agriculteurs français de travailler, vous nous rendez d'autant plus dépendants aux importations. Et c'est précisément la volonté de la Commission européenne avec le Green Deal et sa déclinaison agricole qui s'appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, contre laquelle moi je me suis opposé au Parlement européen, parce qu'elle prévoit précisément une baisse de la production, européenne de 15% du nombre de cheptels à l'horizon 2040. Et donc évidemment, en affaiblissant la production nationale, vous vous rendez dépendant des importations. Deuxièmement, sur l'énergie. Moi, je suis un farouche militant du nucléaire, parce que le nucléaire nous permet d'avoir une énergie décarbonée. Regardez l'Allemagne, par exemple. C'est pas le sujet, en fait. On a 60%. Enfin, vous votez contre le fait qu'on taxe les super profits des géants du pétrole. Quel rapport avec le nucléaire? Pas vrai. Vous avez voté contre. Alors, ça n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Nous avons. Alors, attendez, il y a ce qu'on vote contre, qui est proposé par la gauche, et il y a ce qu'on a proposé nous. Nous avons précisément proposé, notamment pendant la période Covid, que les marges indues de la grande distribution, que les grandes entreprises voient leurs bénéfices anormaux au regard de la période de crise que nous connaissions taxés. Donc on a défendu une taxe sur les super profits. Le nucléaire et 80% de l'opinion. Tous les écologistes, faites-moi grâce de ça, ne sont pas pour le nucléaire, alors que ça nous permet d'avoir une énergie pas chère et décarbonée. Je vous parle pas des écologistes, je vous parle de l'opinion. Il y a à peu près 80% de l'opinion qui est pour. En revanche, notre mix énergétique aujourd'hui, il est composé à 60% de pétrole et de gaz importés. Vous êtes contre les importations, ça tombe bien, moi aussi. Mais vous, dès qu'on essaye de limiter la casse, vous votez systématiquement contre. Donc en fait, moi, je veux bien que sur un plateau face à moi, vous disiez que vous êtes à fond pour l'écologie, etc. Mais en fait, tout ce que vous publiez, et vraiment, j'ai préparé l'émission en regardant tous vos votes à Bruxelles, tous vos votes à Paris et tous vos derniers programmes, 2022 et 2024, vous êtes intégralement contre. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous avez mentionné, la question des pesticides. Et évidemment, c'est un sujet que moi, comme député européen, on est amené à traiter très régulièrement à Bruxelles. Il y a eu ce débat sur la loi Duplon. On a expliqué pendant très longtemps à nos agriculteurs que les produits qu'ils utilisaient allaient faire l'attention d'une surveillance particulière des autorités scientifiques et qu'il n'y aurait jamais d'interdiction sans alternative. Or, c'est précisément ce qu'on a fait avec l'acétamipride, qui est autorisé dans 99,9% des pays de l'Union européenne, pour lesquels il n'existe aucune étude scientifique qui prouve le fait que le produit soit cancérigène, et on sait que ce produit est utilisé, avant d'être utilisé dans l'agriculture, dans beaucoup de nos produits ménagers. Alors, donc, je n'aime pas cette incohérence, et moi je suis très attaché à la science en la matière. Vous avez aussi voté contre sur d'autres pesticides comme le glyphosate, etc. Votre groupe à Paris. Donc là, si vous voulez, l'acétamipride, on pourrait en débattre, mais globalement, sur tous les pesticides, vous êtes pour. Mais madame, en fait, le sujet, il est beaucoup plus vaste. En fait, juste Monsieur Bardella. Moi, je veux bien en prendre tout au cas par cas. Il y a de fortes chances que vous devenez le Premier ministre de la France, voire le président de la République. Moi, je n'ai qu'un enjeu à cœur, c'est qu'on ait des gens qui arrêtent de nous raconter n'importe quoi, des fumisteries sur l'écologie. Et là, il est juste temps d'assumer que derrière vos TikTok fort sympathiques, vous ne parlez pas à notre génération, vu que l'enjeu de notre génération, c'est ça, c'est la transition écologique. Je pense qu'il y a beaucoup de... Notre génération... Notre génération... On va écouter Abel ensuite. Il y a une partie qui vote pour la gauche, et il y a une partie qui vote pour le Rassemblement national. Donc, s'il y a une partie qui vote pour le Rassemblement national, c'est parce que, peut-être pas vous, et je ne veux pas vous convaincre aujourd'hui, mais vous n'y arriverez pas. Mais c'est pour ça que je n'avais pas cet espoir-là, mais il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans les sujets que nous portons. Vous avez mentionné un dernier point. J'ai esquissé un début de réponse sur les pesticides, juste sur les énergies renouvelables. Moi, je défends le nucléaire. Vous avez parlé du mix énergétique. Je veux dire, quand, depuis des années, on sursubventionne des énergies éoliennes qui sont catastrophiques pour nos paysages, qui tournent 25% du temps, qui ne permettent pas à l'énergie d'être stockée, qui doivent être bradées à bas coût, et qui a besoin de gaz, notamment
pour compenser les périodes où les éoliennes ne tournent pas, plus vous allez mettre d'éoliennes, plus vous allez vous rendre dépendant au gaz. Et je pense que la seule énergie, et c'est précisément un atout français, qui pourrait nous permettre d'avoir une énergie quasiment décarbonée, qui pourrait nous permettre de faire des progrès considérables, et en même temps de faire baisser les factures des Français et des entreprises, pardon, mais c'est le nucléaire. Donc, le nucléaire, pas d'interdiction de produits phyto et de pesticides s'il n'y a pas d'alternative. On rapatrie la production de tout ce qui est raisonnablement possible de produire. Je pense que c'est le socle d'une politique ambitieuse pour la planète et pour l'écologie. Parce que le nucléaire est déjà... Abel Boilly. Même Charles est d'accord. Non, moi je dis qu'on n'est pas sur Écologie FM. Attendez, Charles. Florent, il faut que tout le monde puisse poser une question. Il y a d'autres sujets. Abel. Jordan Bardella, bonjour. Alors, comme le temps est en train d'avancer, je voudrais vous interpeller très rapidement sur 3 sujets qui sont plus de l'ordre du symbole. Alors, projetons-nous directement à la prochaine élection présidentielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez le vent en poupe, mais l'histoire nous a montré que d'autres candidats, 2 ans avant, étaient donnés en tête et se sont cassés la figure. Vous savez très bien que dans le cirque politique dans lequel nous sommes, face à vous au 2e tour, les coalitions se remettront ensemble. Les uns l'appelleront Front républicain, les autres l'appelleront Alliance contre nature. Et la réalité, c'est que je pense que pour gagner, il vous faut faire plus de 50% dès le premier tour, sinon vous ne passerez pas. C'est la pensée que j'ai. On sait que c'est quasiment impossible. Alors, quelle est selon vous la solution concrète pour que d'ici 2 ans, vous puissiez convaincre les voix qui vous manquent, au-delà de dire que vous comptiez sur le sursaut des Français? Ça, c'est je vais me battre chaque seconde pour convaincre les Français, non seulement que le pays va dans le mur, mais que les mesures que nous portons avec Marine Le Pen sont nécessaires au pays. Je vais dire chaque jour à nos compatriotes, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a aucune raison pour que l'espoir qu'on porte en France puisse arriver au pouvoir dans beaucoup de pays européens, puisse se traduire dans beaucoup de pays dans le monde, mais que la France, qui est un grand pays, qui a tous les atouts pour redevenir la grande nation qu'elle a toujours été de par l'histoire, ne puisse pas bénéficier de ce sursaut. Pardon, mais en 2012, on a fait 17% à l'élection présidentielle. En 2017, on a fait 34% au second tour de l'élection présidentielle. En 2022, nous avons fait 42% au second tour de l'élection présidentielle. Nous avons, année après année, fait élire des députés au scrutin majoritaire à 2 tours, jusqu'à avoir, en juin dernier, le premier groupe, non pas d'opposition, mais le premier groupe de députés de l'Assemblée nationale. 123 députés. Les intentions de vote aujourd'hui nous donnent possiblement gagnants du second tour de la prochaine élection présidentielle. Alors, effectivement, c'est difficile. Effectivement, quand vous avez tous les responsables de la situation dans laquelle se trouve notre pays qui se coalisent face à vous au second tour d'une élection, ça prend peut-être plus de temps. Mais je veux dire aux Français, ne vous résignez pas. Parce que le Rassemblement national est une famille politique qui ne cesse de grandir. Et moi, j'ai envie, sincèrement et réellement, d'aller convaincre les gens qui ne votent pas encore pour nous que si on veut le changement, il y a une opportunité historique dans quelques mois d'avoir ce changement. Et c'est un peu la raison pour laquelle je me suis permis d'écrire aussi aux chefs d'entreprise, parce que j'ai voulu leur dire, plus vite on va aux urnes, plus vite on va à la dissolution, plus vite il y aura un budget pour la France. Donc, vous allez me dire que je n'ai pas de réponse rationnelle à vous apporter, mais parce que la politique, c'est irrationnel. La politique, c'est d'abord un transfert d'énergie, c'est une vague. Et je crois que le mouvement qu'on incarne en France, qui est un mouvement patriote, souverainiste, républicain, responsable, de fierté française, eh bien, est en train de convaincre chaque jour des Français. Et encore une fois, le temps nous est compté et je veux profiter des quelques mois qui nous séparent des prochaines élections nationales pour aller convaincre les Français. Mais aucune élection n'est jamais jouée d'avance. Des chefs d'entreprise. Mais je veux dire que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, ça sera trop tard pour notre pays. On a Manu qui est chef d'entreprise dans le bâtiment. Il nous appelle de Saône-et-Loire. Bonjour Manu. Bonjour les GG, bonjour monsieur Bardella. Bonjour monsieur. Je vous écoute. En tant que chef d'entreprise que le Rassemblement national vous a écrit, est-ce que vous faites confiance au Rassemblement national ou pas alors? Dites-moi. Voilà, en ce moment, je fais pas plus confiance au Rassemblement national qu'à LFI, qu'à personne d'autre. En ce moment, c'est une grosse foire d'empagne. C'est une roulette russe. Donc, moi, je suis plus préoccupé par les problèmes de petits entrepreneurs et qui sont, croyez-le bien, qui sont nombreux. Donc, je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire un listing assez concis. Donc, au niveau administratif, moi, je suis petit. J'ai eu jusqu'à 15 employés à une époque. Maintenant, j'en ai plus qu'un avec moi. Et je vous passe les problèmes de prud'homme, je vous passe les problèmes de gestion de personnel. Moi, je suis tout le temps en déplacement, dehors toute l'année, donc je vous passe les problèmes de maladie. Bon, bref. Mais ça, c'est pas facile.
Mais le problème majeur en France, c'est la suradministration. Je vais vous donner un exemple. Avant, je travaillais avec les gros marchés publics. J'ai arrêté de travailler avec les gros marchés publics. J'ai fait des gros chantiers sur Paris, le musée de la Poste du Louvre. J'ai fait des chantiers comme ça. J'ai arrêté. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est invivable. C'est invivable. Expliquez-nous pourquoi précisément. Je vous dis pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, tous les 3 mois, en tant qu'entrepreneur, tous les 3 mois, je dois fournir à mes clients, à tous mes clients, une série de documents administratifs, c'est-à-dire comme quoi je suis à jour dans mes comptes sociaux. Donc je dois fournir l'URSSAF, la caisse de retrait payé, BTP, je dois fournir un quitus fiscal, donc je dois fournir 15 documents, comme quoi je n'emploie pas de clandestin, comme quoi je respecte les DCI 1, DCI 4, DCI 5. Bref, il y a même des chantiers, des fois je dois fournir comment dire, comme quoi je suis pas condamné. Donc, tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, mes clients savent me rappeler. Alors qu'aujourd'hui, on vit dans un état où tout est informatique. Les administrations, moi, avant, il y a 10 ans de ça, je travaillais pratiquement avec une trésorerie blanche. C'est-à-dire, j'avais pratiquement pas de trésorerie parce que je savais que je pouvais tirer sur les délais. Aujourd'hui, il faut pratiquement 2 mois de chiffre d'affaires en trésorerie parce que les administrations, elles vous font pas de cadeaux. T'as pas un sou sur ton compte, direct. Alors, attendez, Manu, il faut payer les retraites. Cette suradministration dont se plaint Manu, qui l'empêche finalement de bosser à 50% du temps. 2 choses. Première mesure que nous souhaitons mettre en œuvre, la possibilité pour une entreprise française d'avoir une priorité d'accès au marché public. Vous produisez en France, vous produisez avec de l'emploi français, vous êtes prioritaire dans l'accès à la commande publique. Et je vais vous dire, c'est un moyen de offrir une lisibilité et une stabilité parce que les marchés publics, c'est de la lisibilité, c'est de la stabilité sur le long terme pour les carnets de commandes des chefs d'entreprise. Donc, fini, si vous voulez, les innombrables critères qu'il faut mettre en place dans les municipalités pour favoriser les entreprises françaises, parce qu'en théorie, on déroge à la concurrence libre et non faussée, qui est une règle aujourd'hui quasiment inexpiable au sein de l'Union européenne. Donc d'abord, vous produisez en France avec de l'emploi français, vous êtes prioritaire dans les marchés publics. Deuxièmement, il faut mener la plus grande opération de simplification de l'histoire de toute la 5e Mais ça, tous les politiques le promettent. Si demain, oui, mais le problème, c'est que les politiques, ils confient Les politiques, ils confient la simplification à des hauts fonctionnaires. Quand vous confiez à des hauts fonctionnaires qui écrivent les normes le soin de détricoter leur propre boulot, alors ça ne peut pas fonctionner. La simplification, elle doit venir d'en bas. Moi, ce que je propose, et je l'ai dit tout au long de la campagne électorale l'an dernier devant les représentants syndicaux, si demain je suis Premier ministre, dès les premiers jours, je mets autour de la table les représentants des fédérations professionnelles. Je leur donne un dossier vert, un dossier orange, un dossier rouge. Je leur demande de me mettre dans le dossier vert toutes les normes qui, pour leur filière, pour leur activité, protègent leur activité économique. Dans le dossier orange, je veux qu'ils me mettent les normes qui, en l'état actuel, partent d'un bon sentiment, mais qui sont mal rédigées. Et dans le dossier rouge, je veux toutes les normes, toutes les aberrations normatives qui sont aujourd'hui un frein à leur activité et un boulet pour leur quotidien, parce que c'est trop de paperasse, trop d'administratifs. Deuxièmement. Et troisièmement, je veux une pause normative. Il faut mettre fin aux surtranspositions de normes européennes. La France va être le meilleur élève de la classe. Sur l'échelle de surtransposition, la France transpose à 11 sur 10. Mais parfois, on est dans l'obligation de les appliquer, ces normes européennes. Mais ça n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que avec les Italiens, ceux qui arrivent le moins bien à implémenter. Pourquoi est-ce que nos partenaires européens réussissent à protéger leur filière et à mettre de côté les normes européennes qui sont nocives pour leur activité? Je pense par exemple à l'Allemagne. Donc, il faut une pause normative sur les surtranspositions européennes. Il faut la priorité pour les entreprises françaises dans les marchés publics sans des montagnes de contraintes pour les appels d'offres pour les municipalités et les collectivités. Et troisièmement, il faut que la simplification, j'en termine, elle vienne d'en bas, elle vienne de nos chefs d'entreprise. Et il faut qu'un responsable politique ait l'humilité de ne pas dire à un chef d'entreprise qu'il sait mieux comment ça se passe dans sa boîte, dans son entreprise et comment faire fonctionner sa société. Et je pense que c'est au prix de cette humilité et de cette modestie qu'on réussira à simplifier en faisant venir cette simplification d'en bas. Merci Jordan. Bon, c'est un peu court, mais bon. Président du Rassemblement national. Vous pensez que la semaine prochaine, vous serez à Matignon? Ouais, on peut recommencer. Vous pensez qu'on va vous appeler pour Matignon? Je ne sais pas. Mon devoir, c'est de m'y préparer. Merci. Peut-être que le devoir de nos compatriotes sera très bientôt de choisir. Merci Jordan Bardella, président du Rassemblement national. On va
maintenant débriefer. On va parler dire du mal maintenant. Non, mais je sais déjà tout ce que vous allez dire. Mettez la radio dans la voiture. Hein. Allez, à tout de suite avec les jugés avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.